déjà, merci d'être là, merci d'être venu. C'est un plaisir. Donc pour présenter le 6e album de Lucky Luke, Les Tontons Dalton. Donc un album un peu hommage aux Tontons Flingueurs. Très lointain. Je suis franc tout de suite, je préfère... Oui, en fait, il y a juste effectivement quelques allusions finalement. Il y a le titre, il y a le casting. Ceux qui ont vu dans quelques journaux, il y en a 2 je crois, qui ont dit pastiche du film, soit le journaliste n'a pas lu le livre, soit il n'a pas vu le film. Mais dans les 2 cas, il y a un problème. Hein. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ça. Hein. Est-ce que l'idée de départ en fait vient de vous? Est-ce que ça vient de Laurent Gérard? Non, j'aurais pas pensé dans le sens que bon, je suis quand même j'irais plus dans la lignée goscinnienne au niveau des scénarios, c'est-à-dire je préfère partir d'un fait historique ou un fait de société américaine et le tirer et d'en faire un pastiche. Là, pour la première fois, c'est vrai que c'est parti sur une idée qui était intéressante, qui était un jeune gamin qui, de par ses origines, va poser des problèmes et c'est un petit peu l'objet de la rédemption. Et tout ça, le paquet cadeau, c'est un peu un hommage au Tonton Flingueur, qui est un film qui est culte en France. Bon, je pense que pour vous, ça dira peu de choses. Moi, ça m'a toujours amusé parce que Laurent Gérard vit quand même beaucoup dans le passé. Donc, comme je dis, moi j'avais 2 ans quand il a été fait le film. Lui qui a 10 ans de moins que moi, vous voyez quel âge il avait. Donc, des fois, je me dis, tu fais des références un peu lointaines. Mais c'est tellement culte en France que finalement, rien que le titre, ça accroche tout de suite. Alors, je répète, c'est pas un pastiche du film. Je dirais que le titre s'y rapproche parce qu'en fait, Laurent comme moi-même et comme Jacques Pessy, nous connaissions Georges Lautner. C'est un petit clin d'œil, voilà. Mais c'est vrai que c'est eux qui ont apporté le sujet, donc j'ai suivi. Et vous parlez de partir habituellement de quelque chose d'historique. C'est vrai qu'effectivement Goscinny appliquait cette méthode-là. En fait, il partait tout le temps d'un élément ou d'un personnage historique. Est-ce que c'est une manière en fait de rester dans le cadre de quelque chose de crédible, ou est-ce que c'est juste une manière de s'inspirer? C'est toujours intéressant d'avoir un soutien. Goscinny avait toujours 3 thèmes, c'était l'histoire, la société américaine et le film. Maurice adorait ça, donc alors il y a quelques films qui sont assez typiques qui ont été reproduits. La Diligence, c'est typique, ça c'est vraiment un exemple de pastiche d'un film hollywoodien avec la fameuse diligence avec toutes les péripéties qui peuvent se passer à l'intérieur et à l'extérieur de la diligence. On retrouve ça avec La Caravane, où bon là c'est un fait de société, comment l'Ouest s'est construit avec des gens qui émigraient, qui traversaient les États-Unis. Et donc là aussi, toujours pareil, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. Et puis des personnages historiques, alors très loufoques, hein, on pense à l'empereur Smith par exemple. Mais on retrouve aussi ça avec Billy the Kid, avec Jesse James, avec les grandes figures de l'Ouest. Mais il y a énormément de choses à faire. Je sais quand on avait commencé à penser avec l'éditeur, on se demandait jusqu'où on pourrait aller. Et en thème purement goscinien, moi j'en avais apporté 28. Donc il y a encore de quoi faire. Hein. J'en ai un, j'espère un jour pouvoir le faire complètement. Celui-là, j'ai le thème, le scénario et tout. Ça paraîtrait complètement dingue. Hein. C'est avec des dinosaures, vous voyez. Et pourtant, c'est historique. Ah oui. Et pourtant, c'est historique. Alors bon, voilà. Mais on n'en parle même pas aux Américains parce que les Américains ne connaissent même plus leur histoire. Donc j'ai dédicacé il y a 1 mois et demi ou 2 mois dans un salon, et il y avait en France, hein, et il y avait un père qui est arrivé et qui vit aux États-Unis et m'a présenté ses 2 filles, des pures américaines. Hein, j'ai l'impression de voir une série américaine devant moi. Et elles ne savaient pas qui étaient les Dalton. C'est-à-dire que la génération des 15-16 ans ne connaissent même plus leur histoire immédiate, quoi. Parce que les Dalton, c'est quand même assez tardif dans le 19e siècle. Hein. Goscinny et Maurice, c'était un peu... C'est l'avantage de Lucky Luke. C'est-à-dire, Lucky Luke, il a toujours 30 ans, enfin grosso modo entre 28 et 30 ans, de Lincoln jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire en 50 ans, il ne bouge pas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que les Dalton, il ne faut pas oublier que c'est quand même fin de siècle. C'est comme Jesse James. Alors là aussi, sur les vêtements. Donc c'est pour ça que c'est toujours un pastiche très proche d'ailleurs d'Hollywood, puisque Hollywood finalement faisait eux-mêmes des pastiches. Oui. Les premiers films hollywoodiens autour de Jesse James, c'est vraiment typiquement le cow-boy. Bon, le dernier film fait sur Jesse James, bon, quand on le voit,
C'est un monsieur en complet veston avec un chapeau melon et des brodequins. Donc ça n'a rien à voir avec le cow-boy qu'on imagine. Et si on regarde les photos des Dalton, les photos de prise après le massacre, bon, ben, c'est des gens qui sont... Moi je dis toujours aux gens, l'Ouest c'est pas vraiment ce que l'on s'imagine, mais on en fait un Ouest idéal. Il y a un truc qui est très simple, vous prenez la seule photo qu'on connaît de Billy the Kid, regardez-la. Il porte un chapeau en velours qu'on trouve chez les maquignons auvergnats. Il a un pull ouvert, gilet, un truc fait en laine, mais alors immonde. Il a une ceinture n'importe comment où il glisse un colt. Il a un pantalon de velours, il a les bottes de vacher. Et il a une chemise, mais qui est une catastrophe. On est loin du Billy the Kid avec le Stetson remarquable, le petit gilet, la petite chemise, le jean. Jean qui n'était pas trop utilisé quand même à l'époque. C'était plutôt un pantalon de mineur. Donc voilà, mais c'est très compliqué tout ça, expliquer. J'avais pensé aussi un jour faire tout un album sur le jean, parce que expliquer aux Américains qui ne savent pas que ça vient de France. Il y avait eu une exposition, je me rappelle, à Nîmes. Parce qu'en fait, le jean, pour ceux qui ne savent pas, c'est une toile qui était fabriquée à Nîmes. On appelait ça le bleu de Nîmes. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une marque américaine qui s'appelle le de Nîmes. Et en fait, ce bleu de Nîmes partait de Gênes. En anglais, jean. Jean de Nîmes. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand vous expliquez ça, cette toile bleue qui est partie aux États-Unis, on s'en servait pour faire des vêtements et pour faire des bâches. Mais ces vêtements se déchiraient tout le temps. Donc il y a eu un type qui s'appelait Lévi-Strauss qui lui vendait des rivets en cuivre. Et s'est dit, bah, si je mets des rivets au lieu des coutures, ça tiendra mieux. Et c'est comme ça qu'est né le jean. Mais c'était un vêtement de travail. Donc ça, c'est des trucs, par exemple, historiques, dont Goscinny aurait pu se jeter dedans et s'amuser avec ça. Mais expliquer ça à un Américain, c'est impossible. Hein, ça. Alors là, c'est pas possible. Là, déjà, il comprend plus rien. Il pense que non, faut pas. Non, surtout à George Bush. Alors là, ça aurait été. Alors on sait que Goscinny se documentait beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous êtes obligé de vous documenter ? Oui et non, disons que c'est sur un scénario, oui, on se documente toujours et on voit où on va. Aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'ai fait le Emmett Dalton trouvé comme une passoire, je suis allé chercher les photos. Alors évidemment, ça m'a permis de dessiner en fait Avril Dalton trouvé comme une passoire, puisque c'est les mêmes têtes. Donc ça, c'est un truc qui est marrant de se dire tiens, je peux trouver Avril pour une fois. Mais oui, on regarde certaines choses. Après, bon, on prend des libertés. C'est quand même un Ouest idéal. Quand on avait fait La Belle Province, moi je me suis retrouvé devant des problèmes graphiques incommensurables. Comment expliquer qu'on fait un western canadien lorsque beaucoup de maisons étaient en pierre? Très compliqué. Dans l'univers de Lucky Luke, c'est toujours des maisons en rondin, des maisons en bois, c'est des maisons de l'Ouest. C'était difficile pour moi de mettre, quand on a fait le village, de mettre une église de type bretonne. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a une vision. C'est pour ça que je répète, Lucky Luke est un pastiche. C'est un pastiche, c'est l'Ouest idéal, c'est John Ford. Donc, quand on accepte ça au cinéma, ce que l'on accepte toujours, puisque quand on regarde les films de John Ford, vous avez le plan qui commence à Monument de Vallée, c'est-à-dire quand même dans l'Utah, et puis ça se termine en Arizona, donc en 30 secondes, vous faites 2000 km. Bon, vous l'acceptez. Donc, je pense qu'en BD, on peut l'accepter aussi, quoi. On fait de l'Ouest idéal, et puis on brode, mais c'est que de la BD. Voilà. D'accord. Sachant que justement sur les albums comme les albums L'Homme de Washington et puis L'accord au cou, en fait vous êtes co-scénariste. Oui. Donc on comprend que vous intervenez pas mal dans le scénario. Est-ce que c'était le cas pour cet album aussi ? Oui, disons que quand on a reçu le scénario, au départ c'était vraiment très 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 pastiche des Tontons Flingueurs. Et donc, on a quand même un petit peu modéré ça. Donc, moi, j'ai mis un certain nombre d'hypothèses et de nouvelles pistes avec un canevas qui était plus proche, ce qui a permis de développer quand même une vraie intrigue sans pour autant être calqué sur les Tontons Flingueurs qui n'avaient aucun intérêt finalement. Parce qu'on allait faire un pastiche d'un pastiche d'un pastiche. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous me suivez, ça commence à faire compliqué. Donc, parce que les Tontons Flingueurs, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un pastiche de film noir. Donc on allait faire un pastiche de western à partir d'un pastiche de film noir. Là, on s'en sortait plus. Donc l'idée de partir sur ce fils
d'Emmett Dalton et qui, bon, par une décision comme d'habitude dont on le secret les Américains, un truc aussi loufoque de dire il va être élevé par des anciens taulards, ça permettait beaucoup de choses. Voilà, donc grosso modo, là, disons que je suis intervenu un peu là-dessus, j'ai rajouté quelques gags, bon, dans tous les albums, de toute façon, je fais le découpage. Ça, c'est une règle que j'ai appris avec Cauvin, qui pourtant est un des plus grands scénaristes de BD, qui est toujours parti du principe que, notamment sur ce qu'on faisait ensemble, la mise en scène, c'est le dessinateur. Et il disait une chose très juste, il disait c'est pas le scénariste qui va tenir la caméra d'un cinéaste, d'un metteur en scène. Donc chacun son job, là. Mais justement, oui, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant dans votre travail, c'est que finalement, vous avez travaillé très longtemps avec Cauvin, qui est spécifiquement scénariste de bande dessinée, alors que Laurent Gérard, Jacques Pessy, Benacquista et Pénac sont au départ des auteurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent pas de la bande dessinée. Donc ça vous revient de faire en sorte que leurs idées fonctionnent en bande dessinée, parce que la bande dessinée c'est un langage spécifique. Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, comment ça se passe pour vous justement de veiller en fait à ce que la partition fonctionne en bande dessinée? Vous voyez les accords de Dayton entre Israël et Palestiniens, c'est ce que je vis tout le temps avec mes scénaristes. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de diplomatie. Quand par exemple on a travaillé avec Pénac et Benacquista, notamment sur le 2, ça a été très compliqué parce que là il faut vraiment beaucoup de diplomatie par moment parce que bon, il y a des égos et c'est normal. Le problème c'est ça. Après bon, c'est des choix d'éditeurs, faut être clair. Bon, demain je peux travailler avec un vrai scénariste de BD qui fait que ça et ça sera peut-être plus simple. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ce qui ne veut pas dire que c'est pas à chaque fois un challenge. D'ailleurs, à la limite, je préfère avoir un challenge et me dire bon, si on arrive et qu'on est sûr que bon, ça a été fait correctement, on va pas se poser de questions, on va peut-être passer à côté de choses. Tandis que là, il y a à chaque fois une remise en question. Alors le travail est différent à chaque fois. C'est vrai que quand j'étais co-scénariste, c'était, je dirais, plus valorisant, mais par moments c'était plus fatigant parce qu'en fait, soit je suis vraiment scénariste, soit je fais que le dessin, donc il y a un choix à faire quand même. Et par moments, c'est prendre des décisions qu'on aimerait bien que le scénariste les prenne pour vous. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. On aurait envie de temps en temps de dire bon, c'est pas ma faute. Tandis que là, vous devez assumer aussi avec le scénariste. Voilà, mais bon, après les choix sur les scénarisations sur certains albums, vous parliez de documentation, c'est sûr que sur l'accord d'Oku comme sur l'homme de Washington, c'est moi qui me suis tapé la documentation. Okay. Et même sur la belle province, maintenant il y a prescription, je peux le dire, il avait fait une erreur historique au départ sur le traité avec les Anglais. Si elle était passée, je crois qu'on se serait fait assassiner en débarquant à Trudeau. On était morts. Donc quand j'ai vu le truc, j'ai dit bon attends, laisse-moi faire là, il faut qu'on rattrape le truc, on est mort. Déjà, tu commences à parler d'accent, on va se faire tuer, mais là on arrête. Donc on a rattrapé le truc et puis c'est plutôt ça s'est passé à peu près bien. Même si je pense que sur la belle province, il y a peut-être des choses que j'aurais pas fait parce que, c'est-à-dire la force par exemple d'un Goscinny ou même d'un Fauché Liturgie, c'est qu'on peut pasticher sans caricaturer dans le sens général du terme. Je pense qu'on peut soulever les spécificités d'un pays, d'une communauté et d'une culture sans pour autant aller dans des fois le grotesque et le trop, enfin le sens commun habituel. On a l'habitude. Moi je dis toujours, un des ouvrages merveilleux de Goscinny, c'était pour Astérix en Corse. Il montre tous les trucs habituels des Corses, c'est-à-dire bon, ils foutent rien, ils dorment tout le temps, ils font du fromage avec des verres dedans, bon, ils passent leur temps à mettre des bombes, enfin bon, tout. Mais c'est fait tellement intelligemment que ça passe. Je pense que sur la belle province, il y a des choses que j'aurais pas fait, enfin, comme si j'avais fait le scénario, j'aurais pas mis en avant. Par exemple, la spécificité du français, par exemple, aurait pu être amenée peut-être plus avec intelligence en jouant sur les jeux de mots, par exemple, ou sur la compréhension. Parce qu'en fait, un accent, c'est quelque chose de tellement formidable, ça dénote la spécificité d'une langue. Et ce qui fait la richesse d'ailleurs du français. Heureusement, ça prouve que le français est une langue qui vit. Puisqu'il y a un français québécois, mais on a aussi un français belge, on a un français suisse, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que notre langue vit, et pourtant on se comprend. Donc, moi, quand je viens, il n'y a pas de problème. Il y a un truc, par exemple, qui m'énerve en France, c'est quand je vois les films québécois
et on met des sous-titres en dessous. Alors là, ça m'énerve. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas des Anglais, on comprend ce qu'ils disent. Bon, alors, je dis pas que certaines séries de télévisuelles d'il y a 30 ans, où ça parlait un peu en joual, ça pouvait être compliqué, mais enfin bon, voilà. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles je pense. Mais c'est la difficulté d'amener un scénario, notamment avec Laurent. Laurent est quand même quelqu'un qui fait des shows. Des spectacles, alors nous on appelle ça des seuls en scène, je ne sais pas si vous le dites, ce mot, c'est one man show, enfin il monte sur scène et puis il fait des imitations, et c'est vrai il a la réputation d'être assez rentre-dedans, donc il est un peu direct. Alors, il a mis un peu de l'eau dans son vin, bon c'est quand même un peu, ça s'est un peu calmé sur la braguette, on va dire. Mais c'est vrai qu'il a toujours un peu son franc-parler. Et c'est vrai que ça, c'est problématique, des fois, dans un scénario de BD où la finesse est intéressante. Parce que je pense qu'il faut faire participer le lecteur au scénario en lui suggérant les réponses, ou voire même le gag, ou la chute d'un gag. Un gag qui est formidable, par exemple, est toujours un gag où la chute est tellement évidente qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de montrer l'effet. C'est-à-dire, vous n'avez pas montré le gars qui est tombé après avoir marché sur la peau de banane. Vous laissez le lecteur imaginer. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il participe à votre propre scénario et il rentre dans le jeu. Et là, s'il rigole, vous vous dites, ça va, je l'ai amené, et c'est lui-même qui a fait sa chute. Et donc, c'est là où c'est un vrai métier, c'est difficile. Mais finalement, ça vous positionne un peu en gardien du temple, j'ai envie de dire, parce qu'à l'arrivée, vous travaillez avec plusieurs scénaristes pour une seule série, et de toute façon, c'est votre travail final qu'on va voir. C'est votre dessin. Donc c'est à vous de... Oui, mais en France, les journalistes parlent surtout de mes scénaristes. Donc ça va, moi je suis tranquille de ce côté-là. C'est comme ça. Mais bon, ça c'est Paris. Hein. Est-ce que c'est confortable ça ou... Parce que justement, vos scénaristes ont effectivement un vedettariat qui va au-delà de Lucky Luke. Moi je m'en fous, je vous dis franchement, je m'en fous. Moi, vous savez, quand j'étais gamin, que j'étais petit, je rêvais de faire ce métier. Bon, le premier obstacle, ça a été ma mère. Bon. Et une mère pied noir, je peux vous dire que... Bon, c'est pas une indienne, hein, pied noir, c'est les gens qui sont nés en Afrique du Nord. Hein. Donc, déjà, pas facile. Et en plus, d'origine aristocrate, ça rigolait pas. J'en ai fait mon métier. J'en ai vécu, mais j'en vis encore. J'en ai bien vécu. J'ai fait la série qui est une des plus belles séries de bande dessinée qu'on trouve dans le 9e art. Moi, vous savez, voilà, moi, qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Les médailles, je m'en fous. Les hommes politiques, je les aime pas, alors donc ça me gêne pas. Donc, en définitif, j'ai déjà tout. Alors, si un jour, on dit, bon, finalement, HD, il n'a pas fait mal son travail, je serais content, mais les lecteurs me le disent. Donc moi, ma récompense, elle est là. Vous savez, il y a un mot de Goscinny, souvent je le prends en référence, il avait un humour fantastique. Il y a un festival en France qui est très connu, qui s'appelle Angoulême, où comme d'habitude, les Français ont fait très fort. On a fait le plus gros festival de bande dessinée du monde, mais on a choisi une ville pourrie, on fait ça au mois de janvier. Quand il fait froid, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, enfin bon, on fait toujours tout à l'envers. Et donc ce festival formidable, il y a des prix. Donc le prix de la meilleure ci, le prix de la meilleure ça, etc. Et donc à l'époque, Goscinny était aussi directeur éditorial des éditions d'Argo. Et cette année-là, tous les prix sont allés quasiment à un éditeur concurrent, mais tous. Et donc cet éditeur est arrivé en fanfaronnant, Goscinny, il a dit, tu as vu, regarde tout ce que nous avons eu. Et il s'est retourné avec beaucoup de sourires, il a dit, mais je suis très content pour toi, vous avez les prix, nous on a les ventes. Et d'une certaine façon, je pense que ce n'était pas uniquement le chiffre d'affaires de la boîte qui était important, c'était simplement le nombre d'albums vendus. Parce que un prix, vous pouvez l'avoir. Après, vous le mettez dans votre cheminée ou dans votre WC, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous vous dites que vous avez donné du plaisir, parce que les gens, ils achètent, ils sont pas fous, le lecteur n'est pas fou, il n'achète pas par mode, il faut arrêter. Hein. C'est pas quelque chose de bon, s'il n'y a pas de publicité du livre à la télé, donc on peut pas dire qu'on manipule les gens. Les gens, si c'est pas bon, ils vous le disent. En plus, les jeunes, alors ils vous font encore moins de cadeaux, les enfants, ça passe pas. Donc, s'ils ils achètent les albums, c'est qu'ils, quand même, ils trouvent un certain plaisir.
Et à partir de ce moment-là, vous vous dites, ben voilà, j'ai gagné, j'ai réussi, c'est-à-dire j'ai donné du plaisir à des gens. Donc la reconnaissance, elle vient par là. Voilà, c'est ma rosette, enfin ma décoration, elle vient du public, elle vient pas de mes pairs et tout. Bon, aujourd'hui, petit à petit, dans la profession, bon, les gens ils disent, bon, ça va quand même, HD fait quand même son job, on le connaît, voilà. Après, vous avez toujours des mauvaises langues. La spécialité de la France, c'est qu'il faut pas aimer la réussite. Bon. Enfin, je m'en fous, je préfère être Picasso que d'être Van Gogh. Hein. Moi, j'ai pas envie de finir dans un champ avec une balle dans la tête en n'ayant jamais vendu de tableau. Hein. Bon, je dis pas que Picasso était génial humainement, mais bon, il a quand même vécu confortablement. Il a eu plein de nanas. Bon, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est un choix, voilà. Hein, j'imagine qu'en termes de reconnaissance, quand vous avez été choisi, vous avez d'abord été choisi par Maurice en fait pour Rentemplant, c'est ça? Ah oui, mais c'est toujours pareil. C'est comme rencontrer votre vendeuse qui vient d'un trou perdu qui est à 5 km de chez moi. Bon, c'est toujours très bizarre la vie. Et moi, je trouve ça génial. C'est qu'en fait, pendant des années, j'aimais beaucoup le style de Maurice. Bon, et puis finalement, j'ai fait l'école de Marcinelle parce que ça servait à rien de continuer dans le style de Maurice, puisque chaque fois on me disait il n'y a qu'un Maurice. Donc, c'est en partant sur l'école de Marcinelle que bon, bah, je fais très vite mon trou, puis ça allait. Et en fait, un jour, j'ai un pote qui faisait un album hommage à Maurice et qui me dit, est-ce que ça te dirait de participer? Je sais que tu as toujours aimé Lucky Luke, est-ce que tu as envie de faire un truc? J'ai dit oui, mais si je peux dessiner Lucky Luke. Il me dit oui, tu as les autorisations, tu peux y aller. Donc je fais une histoire de Lucky Luke qui s'appelait Machine Gun Kid. Bon, très mal dessiné, je vous le dis tout de suite. Mais Maurice, il me repère. Bon, Maurice commençait à perdre la vue à l'époque, je pense. Mais il trouve que c'est finalement pas mal. Bon, et il me repère je crois son épouse d'ailleurs en Belgique lors d'un festival et elle me le dit. Bon, j'étais très surpris, très touché, mais bon voilà. On s'était déjà rencontré avec Maurice une ou deux fois, on avait mangé ensemble, mais voilà, sans plus quoi. C'était un auteur dont j'étais très admiratif, comme quand je rencontrais Uderzo ou d'autres Peyo, etc., Roba, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, très bizarrement, un an plus tard, j'ai reçu un coup de fil de sa maison d'édition. Ils me disent, voilà, Maurice voudrait reprendre les aventures de Rentemplant, parce que Rentemplant se faisait toujours qu'en 2 strips, ce qui est totalement irreplaçable en presse. Et il n'y avait qu'un magazine qui publiait les aventures de Rentemplant. Et comme Maurice voulait quand même développer commercialement au niveau de la diffusion des aventures de Rentemplant, ils avaient pensé me proposer de faire ça en strip, parce que ça, je savais faire. Moi, j'aime bien ça, c'est une technique. Alors là, c'est un vrai challenge. J'arrive à faire rire en 3 cases, c'est un truc qui est assez formidable. Et donc, j'ai fait un essai. Et Maurice, j'ai réussi à faire rire Maurice, donc c'est parti comme ça. Voilà, c'est très bête. Voilà. L'histoire est arrivée comme ça. Donc j'ai commencé à travailler sur ces aventures. Donc j'ai fait un certain nombre de strips. J'étais prévu de faire un album. Donc j'avais fait le système américain de 4 strips qui, alors à la fois en étant des gags séparés, permettait de faire aussi une page. Et il y avait la page du dimanche. Donc je faisais comme ça. Et au cours de la réalisation de cet album, malheureusement, Maurice est décédé. Bon, je vais écourter parce que ça va vous fatiguer, ça va durer 2 heures. Bref, grosso modo, il a décidé que sa série continuerait. C'était le premier, parce qu'il faut savoir que en 2000, il y avait personne enfin 2002, il y avait aucun auteur. Il y avait le syndrome Hergé, c'est-à-dire on meurt avec son personnage. Là, bon, puis finalement, lui, il a dit oui, que ça continue. Hein. Voilà, c'est parti comme ça. Donc j'ai fait mes essais, parce que j'ai dit, je fais un essai, moi. Voilà, et puis j'ai donné mon essai, le temps est passé, au bout de 6 mois, j'y pensais plus, mais j'étais content, parce que voilà, moi, ma vie, c'est un peu un escalier avec des paliers, donc chaque fois que je monte un peu plus un étage, c'est génial, quoi. Je m'étais dit, j'ai fait un essai, au moins on a passé un mois. Et puis j'ai reçu un coup de fil de mon éditeur un jour qui me dit ta vie va changer. Ah bon, t'es le dessinateur de Lucky Luke, point, on t'appelle lundi et on me met au point, et puis il raccroche. Bon, je peux vous dire qu'on vous dit ça, là. Bon, et puis je me retourne, je vois ma femme, j'ai dit t'as devant toi le nouveau dessinateur BD. Elle m'a dit oui, c'est ça, descends, le repas va refroidir. Bon.
Ce qui prouve qu'elle y croyait vachement. Même moi, j'avais du mal à y croire. Puis lundi, on a eu le coup de fil et là, elle a commencé à y croire. Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire entre moi et mon épouse. Voilà. Et en termes de dessin, justement, Maurice, c'était vraiment un dessinateur très particulier. Oui. Alors là, lui, c'est. J'ai demandé, alors c'était bien parce que on voulait pas me dire qui serait le scénariste, donc moi j'ai demandé quand est-ce qu'on allait attaquer. Alors on m'a proposé de faire un petit album à l'italienne puisqu'il y avait une aventure qu'il n'avait pas eu le temps de faire, et donc je l'ai fait avec un de ses scénaristes qui était Claude Guillouis, qui était en fait l'association de 3 romanciers. Mais j'ai demandé 6 mois avant pour tout reprendre les fondamentaux de crayonner, d'ancrage. L'ancrage, ça pouvait aller, je l'ancrais déjà au pinceau, donc ça c'était pas quelque chose qui m'embêtait. Ça m'a plutôt beaucoup aidé. Mais c'était reprendre toute la conception graphique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, c'est pénible pour les gens qui n'aiment pas ça, mais grosso modo c'est... on travaille souvent par forme. La particularité de Maurice, c'est que il a tendance parfois à... Alors, pour simplifier, plus vous êtes loin, plus c'est caricatural. Plus c'est proche, plus c'est réaliste. C'est-à-dire, quand il fait une main qui est de près, ben vous avez la lunule de l'ongle, vous avez les poils sur les mains, c'est une main réaliste. Quand il est loin, c'est des mains à la Mickey. Donc ça, c'est très compliqué à calculer. Ensuite, il fallait que je réapprenne à faire des chevaux, parce que j'étais quand même plutôt spécialiste du XXe siècle, dont les chevaux, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a rien de plus terrible que dessiner des chevaux, je vous le dis tout de suite. Donc je me suis enquillé des chevaux. J'en avais marre des chevaux à la fin, mais bon, maintenant les chevaux, ça va, c'est rentré. Évidemment, j'ai un peu maudit parce que je me suis dit, enfin, je dessine des diligences, des chariots, des trucs très simples, des roues avec des tas de bâtons. Mais enfin, voilà, donc ça a été la partie de préparation. Et puis après, on a fait ce premier petit album qui a été glissé avec un album traditionnel. Et on attendait le verdict parce que c'est aussi un indicateur pour voir ce qui allait se passer. Et personne n'a rien dit. C'est-à-dire que personne n'a fait attention qu'il dessinait et il trouvait que c'était plutôt pas mal. Donc il y avait marqué Lucky Luke peu connu de la meilleure époque, lorsqu'il avait été fait dans l'année. Et donc ils avaient fait pas un énorme tirage, je crois que c'était un tirage, un truc comme 30 000 et on les a épuisés en une semaine, un truc comme ça. Le cuisinier français, voilà. C'est ça ? Oui, c'était le cuisinier français. Ouais. L'invention du hamburger par un cuisinier français. Enfin, n'importe quoi comme d'habitude. On s'est encore fait beaucoup d'amis chez McDonald's. Et est-ce qu'aujourd'hui, reprendre le dessin de Maurice, c'est devenu naturel pour vous ? C'est mon style, en fait. Bon, vous savez, je vais vous dire, on dit toujours... quand je vois des jeunes dessinateurs ou des étudiants qui viennent me dire « vous savez dessiner ça, vous savez dessiner ça », moi je dis « on sait dessiner ou on ne sait pas dessiner, c'est tout ». Il n'y a pas de différence. Après, c'est une question de style. C'est vrai que bon, moi, maintenant, je dessine dans le style purement Maurice. Si demain, vous me demandez de faire un Gaston, j'aurais tendance à le faire un peu dans le style Maurice. Mais si vous me dites, il m'en faut un vraiment, le lendemain matin, vous avez un Gaston, ça sera un Gaston Franquin. C'est une technique. Après, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que soit il y a une technique dite de commande, c'est-à-dire une technique circonscrite dans un objectif spécifique, et là vous n'êtes qu'un exécutant, donc vous adaptez à ce qu'on vous demande de dessiner, ou alors vous dessinez dans votre style, et à ce moment-là vous faites la création, et là vous dessinez dans votre style. Donc aujourd'hui, quand je crée dans le style de Maurice, je n'arrive plus à... tous mes automatismes sont là-dedans, quoi. D'accord. Et justement, Maurice, en fait, en partant des premiers Lucky Luke jusqu'au dernier, ça a quand même beaucoup bougé graphiquement. Il y a eu une belle évolution, une grande évolution dans son style. Vous avez dû choisir une période en particulier ? Comment ça s'est passé ? Ah oui, alors c'était compliqué parce qu'entre les derniers Lucky Luke et les premiers, ça n'a rien à voir. Le premier Lucky Luke, c'est un personnage de dessin animé. Il a 4 doigts. Il a une chemise à carreaux. Enfin bon, c'est du Walt Disney. Le dernier Lucky Luke, c'est quelque chose de différent, avec des petits pieds. Bon, il y a une évolution qui a quand même été de 50 ans. Donc moi j'ai fait un choix. En plus, Lucky Luke, des fois maigri, Jolly Jumper grossi. Enfin, ça évolue, c'est vraiment du caoutchouc. Donc
Moi, j'ai pris une période qui, en fait, s'étale, qui me touche le plus, peut-être parce que j'ai connu les bouquins quand ils sortaient à l'époque. Enfin, grosso modo, même si j'adore toute la période du Puits, hein, ça, franchement, il n'y a rien à dire, mais là, c'est un avis de lecteur. Mais graphiquement, je pars de Lucky Luke avec Calamity Jane et je termine avec, je dirais, Dalton City, enfin les derniers d'Argo avec Goscinny.